faut se mettre une chose dans la tête maintenant, le gaz russe, c'est terminé. Est-ce que vous dites, va falloir dire plus franchement la vérité aux Français? C'est terminé, c'est pas un scénario crédible ou quoi que ce soit, une hypothèse, c'est terminé. Je veux dire, c'est pas certain, c'est possible. Moi, la Russie n'a pas encore pris cette décision. J'ai même vu qu'en matière alimentaire, ils sont en train de rouvrir les ports. Alors vous allez dire les céréales, c'est pas la même chose. Mais moi, j'ai l'impression que les décisions de M. Poutine sont difficiles à prévoir. Et donc, je pense qu'on peut se préparer aujourd'hui à une situation compliquée. Est-ce qu'il faut se préparer au pire? Je ne sais pas. Mais tout le monde dit qu'il faut se préparer au pire et pas vous. Écoutez, alors préparons-nous au pire. Je dis simplement, moi dans la vie, je suis plutôt optimiste. Bah, ça ne veut pas dire que je suis naïf ou béat d'optimisme. Je dis simplement que je pense qu'il faut réfléchir à ce qui se passe si les Russes arrêtent de livrer le gaz. Mais je pense que c'est une discussion européenne et pas uniquement franco-française. Parce que l'Allemagne, vous le savez mieux que moi, reste quand même très dépendante du gaz russe, même si elle a réduit sa dépendance. Et puis l'Italie et puis d'autres pays. Donc nous, du côté français, il faut se préparer. D'ailleurs, l'automne arrive. Hein, je suis désolé, je ne veux pas gâcher l'été des uns des autres, mais l'automne arrive. Mais donc, du point de vue énergétique. Avec quelles conséquences? On le fait toujours comme ça ici, les choses les unes après les autres. Pour les entreprises, pour commencer, on voit en une du Monde, dans le monde aujourd'hui, panique chez les industriels. Et juste pour vous faire réagir, un spécialiste de l'énergie ce matin sur notre antenne, effectivement plutôt alarmiste. En somme, s'il n'y a pas de solution, 50% de l'industrie européenne peut s'inquiéter. Regardez. Si demain le gaz russe est coupé, il faut que la moitié des industries européennes qui sont des gazo-intensifs s'arrêtent. C'est ça à peu près l'ordre de grandeur. Alors effectivement, on peut tous faire un effort, mais l'effort qu'on va faire ne sera malheureusement pas suffisant si nous n'avons plus du tout de gaz russe. Écoutez, moi je pense qu'il y a un potentiel d'économie d'énergie relativement important. Ou dans les administrations, ministères, dans les collectivités locales, dans les entreprises, et puis alors les ménages, simplement la tactique ou la stratégie par rapport à ces différents, j'allais dire, publics concernés ne doit pas être la même. Du côté des administrations, je pense que ce n'est pas un problème d'incitation, c'est un problème de contrainte qu'il faut mettre en place. Même chose du côté des collectivités locales. Sur les entreprises, je pense qu'il faut s'appuyer sur les fédérations, sur le MEDEF, sur les fédérations des PME pour inciter les entreprises aujourd'hui à faire des économies. Donc contrainte pour les collectivités, mais pas de contrainte pour les entreprises. Je pense que c'est plutôt les incitations fortes. Alors, il peut y avoir des incitations à faire des économies d'énergie. Du côté des ménages, la pédagogie est importante. On va venir aux ménages dans un instant. Je reste encore un tout petit peu sur les entreprises parce que les patronats italiens et français ont lancé une alerte en quelque sorte cette semaine. Par exemple, la voix de Geoffroy Roux de Bézieux qui dit ceci: s'il est évident qu'on n'aura plus de gaz russe d'ici la fin de l'année, le président Emmanuel Macron doit dire la vérité à nos concitoyens et faire le choix du producteur avant de faire celui du consommateur. Ils appellent les patronats français et italiens à annoncer des mesures impopulaires. Oui, attendez, je reviens sur les chiffres. Les faits sont têtus. Le gaz russe représente à peu près 15% de nos besoins en gaz. L'Allemagne est encore à peu près à 35%. Donc 15%, ça veut dire qu'on ne dépend pas, heureusement, totalement du gaz russe. Deuxièmement, je pense qu'on a encore la possibilité de diversifier les sources d'approvisionnement en gaz. Alors il y a le Qatar, il y a l'Algérie. Il faut voir. Mais là, on est en train de faire une fixette en disant, voilà, M. Poutine va arrêter la livraison de gaz et préparons-nous au pire. Moi, je pense qu'il faut avoir un plan aujourd'hui, je répète, pour le mettre en application, j'allais dire dès fin août, début septembre, s'il le faut. Alors on s'arrête un peu sur ce point-là. Contraintes pour les collectivités, incitation forte pour les entreprises, on parlera après des ménages. Mais on s'avance dans des terres inconnues. Si on manque d'énergie, est-ce que les incitations suffiront? Est-ce que la pédagogie suffira? Peut-être qu'il faudra être directif. Peut-être qu'il faudra. On ne sait pas dans quelle situation on sera. Nous n'avons pas de précédent. On ne connaît pas tout ça. Donc d'une certaine manière, vous avez raison, on ne sait pas si la décision russe est définitive, donc il faut anticiper des manques, il faut les anticiper au niveau européen. Comment se présentera la situation? À quoi serons-nous confrontés? Est-ce qu'il faudra que le gouvernement, de manière autoritaire, prive des collectivités locales, des industries, des particuliers, à des moments de sources d'énergie, d'électricité? C'est possible, peut-être qu'on aura des conflits très importants, mais en même temps, puisqu'on parlait de canicule, le réchauffement climatique, etc., il faut que nous ayons cette contrainte géopolitique pour réfléchir à nos modes de consommation. Il suffirait que Vladimir Poutine remette le gaz et on va tout oublier. On va reprendre comme avant, continuer à consommer comme avant. Imaginons, c'est pas le plus probable, que la guerre en Ukraine s'arrête, que tout aille mieux, que le prix de l'énergie redescende et on est reparti comme en 14. Donc voilà, c'est tout ça. Ce sont des bouleversements immenses qui sont devant nous et quelquefois on n'y réfléchit peut-être pas tout à fait en prenant en compte les nécessités je prends un exemple de changer de modèle de société. Concret, le ministre des Transports a annoncé qu'il avait demandé des efforts aux entreprises de son secteur. Donc on parle de Air France et de la SNCF. Est-ce que, en gros, vous dites donc
Ok, très bien de demander des efforts, mais nous, on attend un plan de réforme de ces entreprises pour aller dans le sens de des l'histoire. efforts, ça peut peut-être dire que vous ne prendrez pas l'avion. Vous avez projeté des voyages, mais il n'y aura pas d'avion. C'est peut-être ça les efforts. À quoi sera-t-on confronté? On ne le sait pas. Arlette Chabot, je vous vois réagir. Je vous vois tous réagir. Vous aurez tous la parole. Non, mais je pense qu'il faut commencer il a raison, Jean-Michel. On parle de transition, d'économie, d'énergie. Donc, effectivement, il faut prendre ça toujours comme une chance, finalement. Jean-Michel l'a dit. Après le Covid, on avait dit, alors on ne prendra plus l'avion. Attention, on va réduire, on va consommer différemment, on va réformer le tourisme. Tout va être très différent. Le monde d'après, il ressemble furieusement au monde d'avant. Et tout le monde reconsomme et on est reparti de la même façon. Donc là, profitons, guillemets, utilisons plus exactement la crise, s'il y en a une, on verra effectivement à la fin du mois de juillet s'il y a vraiment une crise, pour réfléchir au mode de consommation, à l'utilisation de l'énergie et à évoluer. Il y a de l'argent, demande le PDG de la SNCF, beaucoup d'argent pour la transition écologique, pour les alors réfléchissons. Il faut discuter secteur par secteur. Là, le gouvernement a raison, l'État, les collectivités donnent l'exemple et après, on réfléchit. Et le plan, il est sur la table. Et de toute façon, il sera utile pour l'avenir. Roland Quérol, parce que je le voyais réagir aussi, je reviens vers vous, on va parler des Français et des consommateurs. Oui, c'est vrai tout de même que depuis, avant les menaces de Poutine, depuis les sanctions que nous avons prises sur la Russie, je suis de ceux qui pensaient qu'il fallait prévoir les conséquences que ça aurait sur notre consommation d'énergie et sur des plans à avoir. Moi, je crois que, un peu contrairement à toi, Christian, je crois qu'il vaut mieux prévoir le pire. Et si le pire n'arrive pas, tant mieux. Mais on ne peut pas, dans ce genre de situation où nous sommes en guerre, faire comme si le pire n'était pas possible. Il est plus que possible. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Partir de cette idée que nous n'aurions plus du tout de gaz russe, ni les uns ni les autres. Avoir un plan. Le gouvernement ne peut pas nous dire aujourd'hui en quoi résiderait son plan, puisque en fonction des mesures qui seront prises, et notamment des mesures incitatrices, et de l'effet qu'elles auront, il verra bien s'il faut aller plus loin et passer à des mesures plus coercitives. Mais en tout cas, il faut un plan qui soit fondé sur cette hypothèse un peu catastrophiste, pour se dire, d'après Christian de Boissieu, que moi je crois tout à fait réel, et on a besoin d'un plan pour les entreprises et pour la population. Et je suis persuadé que nous pouvons le faire et qu'il faut le faire en effet, je termine là-dessus, au plan européen, parce que je sens venir une espèce de méfiance. On avait la semaine dernière un ancien énergéticien fameux qui nous expliquait que tout ça était la faute de l'Allemagne parce qu'elle avait renoncé à faire du nucléaire, renoncé le charbon, etc. Et qu'elle était coupable de ce qui nous arrivait en matière d'énergie et qu'il fallait donc réinventer un prix de l'électricité, par exemple, qui prenne en compte le fait que nous, on fait de l'électricité moins carbonée, alors que les Allemands seraient les coupables. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut à nouveau manifester dans ce sens-là, parce que ça nous sert parfois beaucoup dans l'autre sens, je pense aux aides agricoles par exemple, il nous faut manifester de la solidarité avec tous les pays européens, y compris s'ils sont plus dépendants que nous du gaz russe. Christian Boissieu, on va ensuite avancer sur les Français. Allez-y. Rapidement, bien sûr qu'il faut maintenant préparer différents scénarios dont on ne connaît pas les différentes probabilités. Alors, on peut, principe de précaution, on s'aligne sur l'hypothèse la plus défavorable. Ce que je voulais dire, le dernier rapport du GIEC, vous savez, ce réseau de scientifiques qui fait le diagnostic périodiquement sur la situation, parle de sobriété. Le thème de la sobriété, il a été pris d'ailleurs par le président de la République, par la première ministre, etc. Le même GIEC appelle à des mesures radicales et immédiates. Voilà, et la sobriété, ça rejoint ce que disait Jean-Michel, c'est-à-dire il faut de la cohérence entre le court terme et le long terme. Bon, le long terme, c'est déjà l'action d'aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique. Le très court terme, c'est la réaction par rapport à cette situation géopolitique. Il faut arriver à articuler les deux, et je pense que c'est ça le sujet. Et la manière d'articuler les deux, c'est le thème de la sobriété. Donc, de toute façon, gaz russe ou pas gaz russe, on est dans une démarche de sobriété. J'en viens maintenant, on a parlé des entreprises, je voudrais parler des Français, dans leur foyer. Encore une fois, la référence aux années 70, elle a été martelée encore et encore, et même auprès du président lors de l'interview du 14 juillet. Est-ce qu'on va prendre des mesures comme dans les années 70, par exemple, baisser la vitesse sur la route? Il n'a pas franchement répondu, le président de la République. Alors, est-ce que c'est suffisant d'en appeler à la responsabilité individuelle des Français? Est-ce qu'il faut faire plus de place à la contrainte? Est-ce qu'il faut passer des deals avec les Français? Est-ce qu'il faut les payer pour économiser? Je vais préciser, en fait, c'est une tribune dans Le Monde hier qui dit: proposons à tous les Français un contrat rémunéré s'ils baissent leur consommation. Là, on va parler d'électricité lors des périodes de pointe. On va payer les Français s'ils consomment moins. Écoutez, on peut imaginer tout. Et effectivement, je parlais tout à l'heure des incitations. Il peut y en avoir vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des ménages. Le problème, c'est que c'est très compliqué de vérifier ce que font les ménages. C'est la liberté individuelle. Si je me chauffe à 21 degrés, et si on me demande de me chauffer à 19, ce qui est une partie de la solution du côté des ménages, une partie de la solution. Comment vérifier tout ça? Alors, d'autant plus que vous avez vu comme moi que les compteurs Linky
ont été accusés de remettre en cause un certain nombre de libertés individuelles. D'ailleurs, je pense à tort. Mais dans l'esprit des Français, les compteurs sont un peu des espions. Alors pourquoi Des espions. Donc, moi, je pense que l'expérience que j'ai d'un certain nombre de pays en développement, et la France n'est pas un pays en développement, c'est un pays développé, heureusement, c'est que dans certains pays, vous avez des coupures d'électricité. Bon, on n'en est pas là. Et je pense que la manière d'éviter des coupures d'électricité, c'est du côté des ménages, des incitations. La contrainte, je pense que ça risque d'être un peu contourné. Mais... Jean-Michel Apathy, là encore, je vous vois tous réagir, vous aurez tous la parole. Un plan d'urgence va être présenté par le gouvernement. En tout cas, des mesures vont être présentées. Il faut espérer que... Là, on parle de la France, évidemment. C'est un problème qu'il faut traiter à l'échelle européenne. Et puis, il y a des grands pays qui doivent évidemment aussi changer leurs attitudes, les États-Unis et la Chine, par exemple. Mais le gouvernement va présenter un plan d'urgence. Donc, des mesures seront préconisées. Peut-être y aura-t-il des obligations, je ne sais pas. Il faut espérer, là aussi rêver un peu, que un certain consensus s'installe. Parce que si des débats politiques, voire politiciens, se greffent sur ces questions, et on voit que la période y est propice, on n'amènera pas toute une population à adopter des comportements uniformes au seul fin d'être précisément économe dans l'utilisation de l'énergie et, à long terme, de renverser la tendance quant au réchauffement climatique. Il faut espérer que des consensus seront bâti là-dessus, parce que pas une question de droite, de gauche, de ceci ou de cela. Et donc, le talent du gouvernement aussi sera nécessaire dans cette action. Mais un plan va être présenté, il faudra voir ce que ça donne. Alors, il faut qu'il y ait un consensus, il faut que les Français participent. Moi, je crois toujours, c'est la même idée. Si les Français n'adhèrent pas, ça ne marchera pas. Moi, j'ai regardé les campagnes, vous savez, anti-gaspi. J'ai revu les beaux spots des années 79, à partir de 76, 77, la campagne anti-gaspi. Il y avait des côtés ludiques. Les présentateurs de télévision demandaient aux Français d'éteindre, par exemple, chez eux, la lampe inutile. Et on regardait la consommation qui baissait. Ça peut faire rigoler de dire la télévision s'arrêtait à 23 heures. Aujourd'hui, évidemment, ça n'a pas de sens. Mais il y avait quand même, un peu partout dans le pays, une espèce de mobilisation, y compris les jeux, les enfants, les personnages, tout ça. Peut paraître dérisoire, mais c'était quand même il y a presque 50 ans. Mais en tout cas, il y avait quand même, au bout du compte, une mobilisation. Il faut mobiliser les Français, il faut que le gouvernement trouve le moyen de nous expliquer, d'expliquer à tout le monde. Voilà, encore une fois, on fait les choses ensemble. Le consensus politique, j'ai du mal à y croire, mais en tout cas, le consensus citoyen, un mouvement citoyen, une responsabilité, on disait tout à l'heure, c'est vrai pour les habitudes, c'est vrai donc pour l'essence. On expliquait aux gens comment on pouvait rouler un peu plus intelligemment pour consommer moins d'essence. Tout ça, c'est pas idiot et il faut le faire. L'homme qui a lu dans le marc de la pensée des Français pendant des années, est-ce que ça, dans la conscience, l'appel aux citoyens? Oui, moi je suis d'accord avec ce qu'ont dit nos deux camarades, là, mais je crois qu'il n'y a aucune espèce de possibilité de s'en tirer sur ce domaine-là par la contrainte. Ça ne marchera pas. Vous dites aux gens désormais, vous n'avez pas le droit de chauffer à plus de 19, comme il n'y a aucun moyen de le contrôler, même par les compteurs, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que chacun aura le sentiment que lui, il fait déjà un effort. Non, ça ne marchera pas. Donc tout dépend de la responsabilité de chacun et de la mise en œuvre collective de cette responsabilité. Et ça veut dire qu'il y a un effort gigantesque à faire par un gouvernement, parce qu'a priori, on vit quand même dans un pays où le sentiment qui a le plus monté depuis 20 ans, c'est on nous cache tout, on nous dit rien, il y a des choses qu'on ne sait pas, si enfin on nous disait la vérité. Voilà. Donc il y a là un travail formidable à faire d'explication de ce qui nous menace, pourquoi, et en quoi les gestes de chacun, petits ou grands, peuvent contribuer à la solution. C'est la condition même pour qu'un plan puisse marcher. Je voudrais maintenant faire résonner, peut-être auprès de vous, Christian de Boissieu, 3 mots. Économie de guerre. Économie de guerre. Est-ce que la France doit se mettre en économie de guerre? Et si oui, ça voudrait dire quoi? Écoutez, pour moi, l'économie de guerre, que je n'ai pas connue au sens, évidemment, de la Deuxième Guerre mondiale, pour moi, c'est une énigme surtout de phénomène de rationnement. Dans différents domaines, y compris dans le domaine alimentaire et pas uniquement dans le domaine énergétique. Voilà. Et je pense que moi, j'entends les uns les autres évoquer ce risque. Pour l'instant, on évoque le risque. On dit on va passer éventuellement, s'il le faut, à une économie de guerre. Ça veut dire qu'on va mobiliser encore plus l'opinion publique, les uns les autres, les responsabiliser, ça a été dire, et puis essayer de gérer les contraintes, des phénomènes de rationnement. On ne va pas parler de tickets de rationnement, s'il vous plaît. Mais voilà, je pense qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Je pense qu'on peut éviter d'en être là demain. Et que, j'ai dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec Roland, quand il disait, au fond, vis-à-vis des ménages, la contrainte, ça ne marchera pas. Je pense, comme vous,
En tant que prof, j'ose utiliser le terme de pédagogie, excusez-moi de le dire, qui n'est pas un mauvais terme. Voilà. Donc je pense qu'il faut trouver des bons communicants, des bonnes agences de pub. Il faut que l'État travaille avec des bonnes agences de pub qui vont innover peut-être et trouver la manière de convaincre les uns les autres que nous sommes dans le même bateau, parce que c'est ça le sujet. Alors pendant que vous parliez, il y a une épaule qui a été aperçue à l'antenne. C'est l'épaule du général François Chauvency. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. En fait, vous êtes installé pendant ce mot-là parce qu'on va commencer à glisser sur la question effectivement de la guerre en Ukraine. Et cette question d'économie de guerre, je voulais entendre la voix d'un général sur le sujet, d'un spécialiste en géopolitique. Est-ce que vous dites en effet la France aurait tout intérêt à passer en économie de guerre quand la Russie semble le faire toujours un peu plus? Des lois sont passées récemment pour mettre les entreprises un peu plus à l'heure de la guerre, à la contribution par exemple. Je dirais que nous payons les grands choix, mauvais choix que nous avons faits depuis des dizaines d'années de ne pas investir dans notre sécurité en général et qu'effectivement, quand on parle d'industrie de défense, c'est de ça dans mon cas dont on parlerait en cas d'économie de guerre, être capable d'assurer nos décisions à l'étranger. En l'occurrence, c'est vrai que le président Macron a demandé à ce que les industries d'armement se mettent en ordre de bataille, c'est-à-dire être capable de produire plus. On prend le cas du canon César. Le canon César, c'est des lignes de production, c'est 10 canons par an. C'est 30% uniquement des lignes d'approvisionnement, enfin des lignes de production. Donc il y a une capacité, l'économie de guerre, ce serait peut-être plutôt ça. Alors c'est un terme un peu fort à mon avis. C'est pas l'économie de guerre, c'est être capable d'avoir les moyens de peser sur la politique internationale et de faire appliquer nos décisions politiques à l'international. Et donc économie de guerre, ça me semble trop fort. En revanche, être capable de faire face avec des moyens, dire oui, on est capable de fournir de l'armement à l'Ukraine, oui, mais ce n'était pas pour moi de l'économie de guerre. Je vois Roland qui réagit. Oui, parce que moi je suis d'accord avec le général. Je pense que là, le mot choisi par le président de la République ne convient pas à la situation. On ne peut pas à la fois dire aux Français « nous ne sommes pas en guerre avec la Russie », il nous l'a dit 100 fois, et dire « nous devons décréter une économie de guerre ». Non. Alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, économie de crise, d'urgence. On a dit tous ici combien il fallait avoir des mesures incitatives et éventuellement coercitives auprès d'un certain nombre d'acteurs face à cette situation qui est gravissime, mais nous ne sommes pas en guerre. Donc, économie de guerre, je pense qu'en termes de communication, comme on dit tout à l'heure, c'est peut-être pas le meilleur mot, même si, encore une fois, on est en situation d'une crise à laquelle il faut faire face. Et vous voyez sur le sujet, Jean-Michel Apathy, Arlette Chabot? Pas mieux. Le président de la République, lors de la crise du Covid, a dit « nous sommes en guerre ». De nouveau, économie de guerre. Bon, c'est peut-être un tropisme personnel, il a peut-être une tendance à dramatiser, mais non, on n'est pas en guerre. Après, effectivement, quand vous dites qu'il faut être capable de produire plus de canons, oui, bien sûr, l'armée demande toujours plus. Mais on n'a pas non plus une utilisation forcément évidente de matériaux que nous sommes capables de construire. On a du mal à trouver quelquefois le bon format de l'armée, parce que ce qui nous menace aujourd'hui, nous directement, si nous sommes engagés, c'est pour lutter contre le terrorisme. Donc nous envoyons des soldats en Afrique. Nous n'avons pas envie d'envoyer des soldats en Ukraine, parce que, vous le disiez, on n'est pas en guerre. Alors, quel outil militaire il faut bâtir parce que ça pèse lourd sur les finances publiques. Ce sont des questions difficiles. En fait, je voudrais entendre Arlette Chabot et après je dois avancer. Il ne faudra pas m'en vouloir. C'est mon job ingrat de mettre des horloges. Alors je vais aller très vite. Le président, il aime beaucoup ce vocabulaire. Mobilisation générale, dit-il, à propos de l'énergie aussi. Comme il n'a pas fait son service militaire, il comprend. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je dirais responsabilité générale, je préfère. Voilà. Économie de guerre, c'est la pénurie, c'est le rationnement, c'est pas ça. Il faut s'adapter, il faut réagir, il faut être fort. Et j'espère la responsabilité, je préfère cet appel à la responsabilité de chacun. Je vous remercie beaucoup, Arlette Chabot, Jean-Michel.